Je m'appelle Jasmine Langford et j'ai 24 ans. J'ai su que quelque chose n'allait pas quand les rires autour de moi ont commencé à paraître lointains et déformés. Je traversais la terrasse du clubhouse avec un plateau de limonade, pendant le barbecue d'anniversaire de mes parents, quand la fumée du grill m'est arrivée en plein visage. Ma gorge s'est resserrée presque instantanément. J'ai essayé de prendre une inspiration plus profonde, mais ma poitrine semblait bloquée, comme si un poids invisible appuyait dessus. J'ai posé le plateau sur la table la plus proche et j'ai murmuré, « Je n'arrive pas à respirer ». Mon père m'a jeté un regard sans quitter sa chaise. « Lève-toi », a-t-il dit. « Personne ne va gober ta comédie. » Ma mère a regardé vers les invités et a marmonné que je cherchais toujours à attirer l'attention. Ma sœur aînée a eu un rire mal à l'aise, mais elle ne s'est pas approchée. J'ai essayé de marcher vers la porte du clubhouse, espérant que l'air frais m'aiderait, mais mes jambes ont soudainement flanché. Ma main a heurté la table des boissons, projetant des gobelets en plastique et des canettes qui se sont écrasés sur le béton. Ce bruit a finalement fait se retourner tout le monde. L'ami de ma sœur s'est frayé un chemin à travers la foule et s'est laissé tomber à côté de moi. Il m'a regardé lutter pour parler, a vérifié mon pouls, et m'a rapidement éloigné de la fumée. Puis son expression a changé si soudainement que même mes parents ont cessé de parler. « Appelez le 911 maintenant », a-t-il crié. Pendant une longue seconde, toute la terrasse est devenue silencieuse. Mes parents sont restés figés, leur visage pâlissant tandis que les invités commençaient à les dévisager, eux, au lieu de moi. Je ne le comprenais pas encore, mais ce silence était le début de l'effondrement de tout ce qu'ils avaient essayé de cacher. Avant que je vous dise ce qu'il a remarqué et pourquoi mes parents allaient bientôt perdre bien plus que le contrôle de leur fête, dites-moi quel temps il fait là où vous êtes, s'il correspond à votre humeur aujourd'hui, et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le silence s'est rompu lorsque l'ami de ma sœur a pris son téléphone et a appelé lui-même le 911. Il s'appelait Dr. Adrienne Monroe, un pneumologue qui avait été à l'université avec ma sœur aînée, Céleste. Je ne l'avais rencontré que 2 fois, mais à ce moment-là, il m'a traité avec plus d'inquiétude que ma famille ne l'avait fait depuis des années. Il m'a guidé loin de la fumée du grill, m'a aidé à m'asseoir droite, et m'a dit de ne pas forcer pour parler. Mon père, Michael Langford, se tenait près des jeux de cornhole avec une bière à la main, l'air plus irrité qu'effrayé. « Elle est de nature anxieuse », a-t-il dit. « Laissez-lui 1 minute et elle va se calmer. » Adrienne a levé les yeux vers lui. Elle n'arrive pas à finir une phrase. Elle a une respiration sifflante et sa respiration s'aggrave. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend de voir passer. Ma mère, Denise Langford, a jeté un œil vers les voisins rassemblés sur la terrasse. Elle avait passé des semaines à planifier la fête d'anniversaire, des nappes blanches aux photos encadrées de son mariage. Maintenant, tout ce qu'elle semblait remarquer, c'est que les gens avaient arrêté de sourire. « Avons-nous vraiment besoin d'une ambulance devant le clubhouse ?» a-t-elle demandé. Adrienne l'a dévisagée. « Oui, absolument. » Céleste s'est finalement approchée, mais au lieu de s'agenouiller à côté de moi, elle a chuchoté à Adrienne, « Peux-tu gérer ça dans le calme ?» Les gens filment. Il l'a ignoré et a décrit au répartiteur exactement ce qu'il voyait. Ma poitrine se serrait à chaque souffle. Mes doigts picotaient et les bords de ma vision commençaient à s'assombrir. Quelqu'un a fermé le couvercle du grill. Un autre invité a apporté une chaise. Le président de l'association des propriétaires s'est interposé entre la foule et moi, et a demandé à tout le monde de me laisser de l'espace. C'est à ce moment-là que mon père a réalisé que la situation n'était plus d'ordre privé. Il a posé sa bière et s'est approché avec une expression inquiète, apparue bien trop tard. « Jasmine, ma chérie, essaie de te détendre », a-t-il dit assez fort pour que tout le monde entende. Je l'ai regardé, incapable de décider ce qui faisait le plus mal, la pression dans mes poumons ou la façon dont il m'appelait soudainement, ma chérie, parce que des témoins regardaient. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes, se frayant un chemin sur la terrasse avec des sacs de matériel et une bouteille d'oxygène. L'un d'eux a demandé qui était avec moi quand les symptômes ont commencé. Ma mère s'est avancée. Elle a été submergée. Elle a toujours été sensible. Adrienne l'a interrompue. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à respirer. Ses parents n'y ont pas prêté attention.
Personne n'a appelé avant que je le fasse. Le visage de ma mère s'est crispé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le président de l'association des propriétaires a pris la parole derrière elle. C'est exactement ce que j'ai entendu. Pour la première fois, mes parents ne pouvaient pas contrôler le récit. Les ambulanciers ont vérifié mon niveau d'oxygène, ont écouté mes poumons, et m'ont éloigné davantage de la fumée. Ils ont posé des questions sur l'asthme, les allergies, les médicaments et les épisodes précédents. Adrienne a expliqué que j'avais été exposée à une épaisse fumée de grill et que j'avais développé une détresse respiratoire évidente. Il ne m'a pas diagnostiqué. Il a seulement décrit ce qu'il avait observé et la rapidité avec laquelle mon état s'était aggravé. Alors qu'il me soulevait sur le brancard, mon père a demandé si l'ambulance pouvait partir par l'entrée de service au lieu de passer par la zone principale du rassemblement. L'ambulancier l'a regardé. « Monsieur, notre priorité est la sécurité de votre fille. » Les invités se sont remis à chuchoter. Les joues de ma mère sont devenues rouges. Céleste fixait le sol. Je les observais de derrière mon masque à oxygène, et la vérité est devenue claire. Ils n'avaient pas peur de me perdre. Ils avaient peur de perdre le contrôle de leur image. Adrienne m'a dit qu'il suivrait l'ambulance dans sa voiture. Ma mère m'a interpellée. Nous viendrons quand nous aurons fini de gérer les choses ici. Les portes se sont fermées avant que je puisse répondre. À l'intérieur de l'ambulance, l'oxygène froid soufflait sur mon visage tandis que les moniteurs enregistraient chaque battement frénétique de mon cœur. Mon téléphone a vibré à côté de moi. Le premier message venait de ma mère. « S'il te plaît, ne transforme pas ça en un scandale de voisinage. Nous avons encore des invités ici. » Je l'ai lu 2 fois avant de retourner l'écran. Tandis que la sirène m'emportait, une question se répétait dans mon esprit: combien de fois m'avaient-ils regardé me débattre en décidant que leur réputation comptait plus? L'ambulance m'a emmené à l'hôpital communautaire le plus proche, près de Kerry, en Caroline du Nord. Au moment où les portes se sont ouvertes, je tremblais si fort que la couverture sur mes jambes bougeait avec moi. Les infirmières se sont activées rapidement, branchant des moniteurs, posant des questions et vérifiant ma respiration. Personne ne m'a accusé d'exagérer. Personne ne m'a dit de me calmer pour le confort de quelqu'un d'autre. Cette différence a failli me faire pleurer. Un thérapeute respiratoire m'a administré un traitement pendant que le médecin des urgences ordonnait des tests pour écarter une réaction allergique, des problèmes cardiaques et d'autres causes possibles de la pression thoracique. Mon niveau d'oxygène s'est lentement amélioré, mais la sensation d'oppression n'a pas disparu immédiatement. Le médecin a expliqué que la fumée du grill semblait avoir déclenché un bronchospasme aigu, tandis que la peur et le stress l'avaient intensifié en une grave crise de panique. Le stress peut aggraver les symptômes respiratoires, m'a-t-elle dit, mais ça ne les rend pas imaginaires pour autant. Ce que vous avez vécu était réel, et appeler le 911 était la bonne chose à faire. Je voulais enregistrer ces mots et les lui repasser à chaque fois que mon père disait que je faisais du cinéma. En raison de la gravité de l'épisode et du fait que je me sentais encore instable, ils ont décidé de me garder en observation pour la nuit. Adrienne est arrivée environ 20 minutes plus tard. Il est resté près de la porte jusqu'à ce qu'une infirmière lui dise qu'il pouvait s'asseoir. Il n'a pas prétendu faire partie de mon équipe soignante. Il a simplement demandé si je voulais qu'il soit là. J'ai hoché la tête. « Je suis désolé, a-t-il dit. Céleste a déjà fait des commentaires sur le fait que tu étais dramatique. Je ne les ai jamais remis en question. J'aurais dû. Je l'ai regardé. Tu l'as cru parce que c'est ton ami. Son expression s'est durcie. Je l'ai cru parce que je ne pensais pas que quelqu'un mentirait à ce sujet. La réponse faisait mal, mais j'ai apprécié l'honnêteté. Pendant que les infirmières ajustaient mes médicaments, des souvenirs que j'avais passé des années à ignorer ont refait surface. Quand j'avais 14 ans, je suis rentrée de l'entraînement de football en toussant si fort que je pouvais à peine parler. Mon père a dit que je cherchais une excuse pour arrêter. Ma mère m'a tendu de l'eau et m'a dit de ne pas gâcher le dîner avec une autre de mes scènes. Le lendemain matin, je me sentais mieux. Alors, tout le monde a considéré cela comme la preuve qu'ils avaient eu raison. Des années plus tard, à l'université,
je travaillais tard pour créer un site web pour l'entreprise d'aménagement paysager de mon père, tout en suivant un programme de cours complet. Quand j'ai dit que j'étais épuisée, il m'a répondu que les membres de la famille ne se facturaient pas les services. Ma mère a dit que les adultes qui réussissent ne se plaignent pas à chaque fois qu'ils ressentent de la pression. J'ai continué à travailler jusqu'à tomber malade pendant la semaine des examens. Même là, Céleste a plaisanté en disant que j'avais trouvé un moyen créatif d'obtenir de la sympathie. Chaque incident avait semblé anodin en soi. À l'hôpital, j'ai enfin vu le schéma. Ma douleur n'était acceptable que lorsqu'elle restait silencieuse et utile. Mon téléphone s'est remis à vibrer. Le message de mon père est apparu en premier. La mise à jour du site web doit toujours être terminée avant vendredi. N'utilise pas ce qui s'est passé aujourd'hui comme excuse pour la retarder. Un second message est arrivé de ma mère. Poste quelque chose dans le groupe du quartier pour dire que tu vas bien et que c'était juste de l'anxiété. Les gens font des suppositions. Puis Céleste a écrit, Adrienne agit comme si nous t'avions négligé. S'il te plaît, dis-lui que nous essayons seulement de ne pas paniquer tout le monde. Aucun d'eux n'a demandé si je pouvais respirer normalement. Adrienne a vu mon visage changer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je lui ai tendu le téléphone. Il a lu les messages en silence. La colère sur son visage était sans équivoque. Veux-tu que je réponde à Céleste, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Je veux voir ce qu'elle dira quand personne ne la protégera de la vérité. Une infirmière est entrée avec de l'eau et a remarqué les messages qui brillaient sur mon écran. Elle a simplement dit, vous avez le droit de mettre votre téléphone en silencieux. Cela semblait être une petite permission, mais je n'y avais jamais pensé de cette façon. J'avais passé ma vie à croire qu'être une bonne fille signifiait être disponible en permanence. J'ai activé le mode « Ne pas déranger ». Plus tard, le médecin est revenu et m'a dit que j'avais besoin d'examens de suivi, d'une exposition réduite à la fumée, et d'un environnement moins stressant pendant ma convalescence. J'ai presque ri à cette dernière phrase. Ma famille avait toujours insisté sur le fait que j'étais la source de tension. Maintenant, un médecin me disait que mon environnement pouvait contribuer à ma détresse. Adrienne m'a apporté un café de la cafétéria. Tu n'as pas à décider quoi que ce soit ce soir, a-t-il dit. Il avait raison, mais une décision avait déjà commencé à se former. Mes parents m'avaient ignoré quand j'ai dit que je ne pouvais pas respirer, puis avaient essayé de m'utiliser avant même que le masque à oxygène ne soit retiré. Pour la première fois, j'ai cessé de me demander ce que je pouvais faire pour qu'ils comprennent. J'ai commencé à me demander ce qui se passerait si j'arrêtais de les servir. Ma famille est arrivée le lendemain matin, apportant des fleurs, une carte, et une version soigneusement préparée de l'inquiétude. Ma mère est entrée la première, habillée comme si elle assistait à une réunion de conseil d'administration plutôt qu'à une visite à sa fille après une urgence. Mon père a suivi, la mâchoire serrée et son téléphone à la main. Céleste est arrivée en dernier, tenant un sac en papier d'une boulangerie. Nous avons rapporté le petit déjeuner, a-t-elle dit, comme si la nourriture pouvait effacer l'après-midi précédent. Adrienne était assise près de la fenêtre et tous les trois l'ont immédiatement remarqué. La voix de ma mère est devenue plus douce. Jasmine, ma chérie, tu nous as fait peur. Je l'ai regardée. Vous êtes restée à la fête. Son sourire a vacillé. Nous avions 30 invités et une situation à gérer. Mon père s'est approché. L'important, c'est que tu ailles bien maintenant. Le médecin n'a pas encore dit ça. Il a agité la main. Tu sais ce que je veux dire. Céleste a posé le sac de la boulangerie sur la table. On ne peut pas commencer à se disputer? Nous sommes venus pour arranger les choses. Ma mère a sorti un papier plié de son sac à main. Exactement. Nous avons écrit quelque chose de simple pour que tu le postes dans le groupe du quartier. Elle me l'a tendu. Le message disait que j'avais eu une crise d'anxiété, que ma famille avait réagi de manière appropriée, et que certains invités avaient mal compris la situation. Je l'ai lu 2 fois. Ce n'est pas vrai. L'expression de mon père s'est durcie. C'est assez proche de la vérité. Les gens parlent de nous, et l'un de mes plus gros contrats d'aménagement paysager est avec ce quartier.
Je l'ai regardé. J'étais en détresse respiratoire et tu t'inquiètes pour l'entretien des pelouses. Je m'inquiète pour l'entreprise qui aide cette famille, a-t-il dit. Une entreprise dont j'ai construit le site web gratuitement, ai-je répondu. Céleste a jeté un regard à Adrienne. Il a dit à tout le monde que c'était une urgence avant même de savoir ce qui se passait. Adrienne s'est levée lentement. Elle n'arrivait pas à finir une phrase. Elle avait une respiration sifflante. Appeler le 911 était la bonne décision. Céleste a baissé la voix. Tu pourrais quand même dire aux gens que j'ai réagi rapidement. Tu ne l'as pas fait. Son visage est devenu pâle. J'étais paralysée. Tu m'as dit que les gens filmaient. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère s'est interposée entre eux. Ça devient hors de contrôle. J'ai plié la déclaration et l'ai posée sur la table de chevet. J'ai 3 questions. Mon père a soupiré comme si je lui faisais perdre son temps. Je l'ai regardé. Qui m'a cru quand j'ai dit que je ne pouvais pas respirer? Il n'a rien dit. J'ai regardé ma mère. Qui a appelé le 911? Ses yeux se sont tournés vers Adrienne. Finalement, j'ai regardé Céleste. Pourquoi chaque message que tu as envoyé mentionnait-il la fête, les voisins ou ce que pensait Adrienne, mais pas si j'étais en sécurité? Céleste a ouvert la bouche, mais aucune réponse n'est venue. Ma mère s'est mise à pleurer, juste assez pour que tout le monde se sente coupable sans ruiner son maquillage. Je ne peux pas croire que tu fasses ça après tout ce que nous avons fait pour toi. La vieille réponse est montée automatiquement. S'excuser. La rassurer. Lui dire qu'elle était une bonne mère. Puis je me suis souvenu qu'elle s'inquiétait que l'ambulance soit vue. Mon père a pointé le papier. Poste la déclaration, fini la mise à jour du site web et nous pourrons nous occuper de la partie émotionnelle plus tard. Cette phrase a réglé quelque chose en moi. Non. Il a cligné des yeux. Que as-tu dit? J'ai dit non. Les larmes de ma mère se sont arrêtées. Céleste me fixait. Adrienne est restée immobile. Mon père s'est penché plus près. Tu es contrarié et tu ne penses pas clairement. Je pense plus clairement que jamais. Une infirmière est entrée après avoir entendu les voix s'élever. Elle s'appelait Patricia et elle m'a regardé droit dans les yeux. Souhaitez-vous que cette visite se poursuive? Ma mère a répondu la première. Nous sommes sa famille. L'infirmière a gardé les yeux sur moi. Jasmine. Mes mains tremblaient sous la couverture, mais ma voix est restée stable. Non, je veux qu'il parte. Mon père a eu un rire sec. C'est ridicule. Je veux aussi une liste de visiteurs restreinte, ai-je continué. Ne leur donnez pas mon numéro de chambre ni mes informations médicales. Je veux changer mon contact d'urgence. L'expression de ma mère est passée de la peine à l'indignation. Tu retirerais ta propre mère? Tu n'étais pas là quand j'avais besoin de soins d'urgence. Céleste a chuchoté. Jasmine, tu vas trop loin. Je l'ai regardée. Tu pensais qu'une ambulance, c'était trop loin. Je pense que cette frontière est appropriée. L'infirmière Patricia a ouvert la porte et leur a demandé de partir. Mon père a d'abord refusé, disant qu'il avait payé une partie de mes frais de scolarité et qu'il avait tout à fait le droit de rester. L'infirmière a calmement expliqué que les patients adultes contrôlaient l'accès de leurs visiteurs. Ma mère s'est tournée vers Adrienne. Es-tu fière de ça? Il a répondu sans hésitation. Je suis soulagée qu'elle se protège. Ils sont partis sans l'intervention de la sécurité, mais le processus silencieux semblait les humilier plus qu'une confrontation dramatique ne l'aurait fait. Personne ne s'est disputé avec eux ni n'a accepté leur version. Ils ont simplement dû sortir. 1 minute plus tard, mon téléphone a vibré. Mon père avait envoyé un dernier message. Quel que soit le drame que tu crées, le site web doit toujours être terminé pour vendredi. Je l'ai fixé jusqu'à ce que les mots cessent de faire mal et commencent à paraître absurdes. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai trouvé tous les mots de passe, les fichiers de conception et les projets non payés que j'avais réalisés pour son entreprise, et j'ai commencé à préparer une passation de dossier professionnel.
Je n'allais rien détruire. J'allais lui donner exactement ce qu'il prétendait vouloir, son entreprise, sans mon travail invisible pour la faire tenir. Une conseillère de l'hôpital m'a rendu visite plus tard dans l'après-midi. Elle s'appelait Dr. Renée Foster et elle parlait avec une patience qui rendait le silence sécurisant. Elle m'a demandé à quelle fréquence ma famille ignorait mes émotions. J'ai donné la réponse que j'utilisais depuis des années. Ils sont difficiles, mais ils ont de bonnes intentions. Elle ne m'a pas contredite. Elle a simplement demandé « Qu'entendez-vous dans votre tête lorsque vous avez besoin d'aide ?» La réponse est venue immédiatement. N'embarrasse pas la famille. Arrête de faire du cinéma. Tu nous dois bien ça après tout ce que nous avons fait pour toi. Dire ces phrases à voix haute leur donnait moins l'air d'une vérité que d'instructions que quelqu'un avait implantées en moi. Le docteur Foster m'a demandé à quoi ressemblerait ma vie si je continuais à leur obéir. Je me suis imaginé 5 ans plus âgé, éditant toujours le site web de mon père à minuit, concevant des publicités gratuites pour les annonces immobilières de Céleste, et organisant des événements de quartier pour ma mère parce qu'elle disait à tout le monde que j'étais douée avec les ordinateurs. Je me suis vue assister à toutes les fêtes, absorber chaque insulte, et repartir de chaque réunion avec un mal de tête et un sourire. Puis elle a demandé ce qui pourrait arriver si j'arrêtais. La réponse m'a effrayée, car elle semblait aussi magnifique. J'ai imaginé mon appartement à Raleigh avec les fenêtres ouvertes, des plantes sur les étagères, et aucune conversation de groupe familial contrôlant ma journée. J'ai imaginé facturer mes clients équitablement, suivre une thérapie par Zoom, et passer mes dimanches avec des gens qui n'exigeaient pas que je me fasse toute petite. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai terminé le dossier de passation pour l'entreprise d'aménagement paysager de mon père. J'ai inclus tous les fichiers de connexion et les instructions dont il avait besoin. Puis j'ai écrit un court email. Avec effet immédiat, je ne fournirai plus de services de conception, de maintenance ou de marketing non rémunérés. Les travaux futurs nécessiteraient un contrat signé et un paiement anticipé. J'ai envoyé un message similaire à ma mère concernant le bulletin d'information de l'Association des propriétaires et à Céleste concernant les brochures immobilières que je concevais gratuitement. En quelques minutes, mon téléphone s'est allumé. Mon père a qualifié l'email d'irrespectueux. Ma mère a dit que j'abandonnais la famille pendant une crise que j'avais moi-même créée. Céleste a écrit qu'elle avait une présentation de biens immobiliers le lundi et ne pouvait pas trouver un autre designer à temps. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris des captures d'écran et les ai enregistrées dans un dossier intitulé « Frontières ». J'ai également créé une chronologie de la fête d'anniversaire, en commençant par le moment où j'ai dit que je ne pouvais pas respirer et en terminant par le départ de l'ambulance du Ploubouze. Adrienne m'a aidé à vérifier l'heure approximative de l'appel au 911. J'ai écrit exactement ce dont je me souvenais, sans exagération. La vérité était assez forte. Ce soir-là, ma mère a posté dans le groupe du quartier. Elle a écrit que j'avais eu un épisode émotionnel, que ma famille avait fait tout son possible, et que les rumeurs nuisaient injustement à l'entreprise de mon père. Elle n'a pas partagé toutes mes informations médicales, mais elle a utilisé mon nom et a laissé entendre que j'étais instable. Certains voisins ont offert leur sympathie. D'autres, qui avaient assisté à la fête, ont commencé à la corriger. La présidente de l'association des propriétaires m'a contactée en privé. Elle a dit que le conseil était préoccupé parce que ma mère avait utilisé un canal de communication officiel de la communauté pour attaquer une résidente et faire pression sur des témoins. Elle m'a demandé si je voulais fournir une déclaration. J'ai envoyé 4 phrases. J'avais dit que je ne pouvais pas respirer. Mes parents n'ont pas appelé le 911. Un invité a passé l'appel après avoir observé une détresse respiratoire. J'ai été transportée aux urgences et soignée. Je n'ai inclus aucune accusation émotionnelle ni des années de mauvais traitement. Les faits suffisaient. Céleste a contacté Adrienne cette nuit-là et lui a demandé de dire à l'association qu'elle avait essayé d'aider. Il m'a montré le message car il concernait mon urgence. Sa réponse a été brève. Il ne ferait pas de fausses déclarations et ne souhaitait pas poursuivre une amitié avec quelqu'un qui lui demandait de changer ce dont il avait été témoin. Céleste m'a envoyé un message furieux, m'accusant d'avoir ruiné leur relation.
J'ai failli répondre, mais j'ai réalisé qu'elle ne s'était jamais reproché d'être restée à côté de moi pendant que je luttais pour respirer. Le lendemain matin, le médecin m'a autorisé à sortir, avec des rendez-vous de suivi et des instructions pour éviter la fumée, surveiller ma respiration, et réduire mon exposition au conflit. Je m'attendais à être soulagée. Au lieu de ça, je me sentais nerveuse. Les hôpitaux avaient des règles qui protégeaient les patients. En dehors de ces murs, ma famille s'attendait à ce que les anciens rôles reprennent. Avant que je parte, la présidente de l'association a rappelé. Ma mère avait exigé une réunion spéciale pour laver le nom de la famille. Elle voulait que j'y assiste et que je confirme que tout avait été mal compris. Vous n'êtes pas obligé de venir, m'a dit la présidente. J'ai regardé les messages, le résumé de sortie, et la chronologie sur mon ordinateur portable. Ma mère croyait que j'allais apparaître, m'excuser, et restaurer son image, parce que c'était ce que j'avais toujours fait. Je serai là, ai-je dit. Mais je n'allais pas les protéger. J'allais dire la vérité, une bonne fois pour toutes, et les laisser y faire face. La réunion spéciale de l'association des propriétaires a eu lieu 10 jours après ma sortie de l'hôpital. À ce moment-là, je pouvais à nouveau respirer normalement, bien qu'une fumée soudaine ou une émotion forte me serrait encore la poitrine. J'avais suivi une séance de thérapie par Zoom et j'avais parlé à un médecin des examens de suivi. Je n'étais pas complètement rétablie, mais j'étais assez stable pour entrer dans le clubhouse sans baisser les yeux. Adrienne est venue en tant que témoin, pas en tant que mon médecin. Mon amie Léa s'est assise à côté de moi pour me soutenir. De l'autre côté de la pièce, mes parents et Céleste occupaient le premier rang comme s'ils étaient les victimes. Ma mère portait une robe bleu marine et tenait un dossier de messages imprimés. Mon père avait l'air furieux avant même le début de la réunion. Céleste évitait de regarder Adrienne. La présidente de l'association a expliqué que le conseil examinait 2 questions. La première était l'utilisation par ma mère du système de communication du quartier pour discuter d'une résidente et faire pression sur des témoins. La seconde était le renouvellement en attente du contrat d'aménagement paysager de mon père, qui couvrait plusieurs zones communes. Ma mère s'est levée la première. Elle a décrit la fête d'anniversaire comme une célébration familiale aimante, interrompue par un malheureux épisode d'anxiété. Elle a dit que mon père et Céleste avaient essayé de garder tout le monde calme pendant qu'Adrienne créait la panique. Puis elle s'est tournée vers moi. Jasmine peut confirmer que nous n'avons jamais eu l'intention de la négliger. Elle a souri comme si elle avait répété ma réponse. Mon père a ajouté que les rumeurs en ligne menaçaient les moyens de subsistance de personnes qui travaillent dur. Céleste a dit qu'elle avait été trop choquée pour agir rapidement, mais qu'elle n'avait jamais cru que j'étais en réel danger. La présidente m'a demandé si je voulais prendre la parole. Je me suis levée, ma chronologie dans une main. Mes jambes semblaient faibles, mais ma voix ne l'était pas. Vers 16h17, j'ai dit à mes parents que je ne pouvais pas respirer. Mon père m'a dit de me lever parce que personne ne gobait ma comédie. Ma mère a dit que je cherchais toujours à attirer l'attention. J'ai essayé d'atteindre la porte du clubhouse et je me suis effondrée contre la table des boissons. Adrienne m'a éloignée de la fumée et a appelé le 911. Ma famille n'a pas passé l'appel. Ma mère a interrompu. C'est ton interprétation. La présidente lui a demandé d'attendre. J'ai continué. Après avoir été emmenée à l'hôpital, le premier message de ma mère me demandait de ne pas créer de scandale de voisinage. Mon père m'a demandé de finir un travail de site web non rémunéré alors que j'étais encore aux urgences. Céleste m'a demandé de dire à Adrienne que la famille avait réagi de manière appropriée. J'ai posé des copies imprimées des messages sur la table. Je n'ai pas lu chaque mot à voix haute. Les membres du conseil les ont examinés en silence. Mon père s'est penché vers moi. Tu partages des communications familiales privées. Tu as utilisé un groupe public de quartier pour me traiter d'instable, ai-je dit. Je rétablis les faits. Adrienne a été invitée à parler ensuite. Il a expliqué qu'il ne m'avait pas diagnostiqué à la fête. Il avait observé que je ne pouvais pas terminer mes phrases, que j'avais une respiration sifflante, et que je montrais des signes de détresse respiratoire après une exposition à la fumée.
Il a dit qu'appeler le 911 avait été médicalement raisonnable et que ma famille avait tardé parce qu'elle croyait que je jouais la comédie. La présidente a ensuite fait sa déclaration. Elle avait entendu mon père me congédier et ma mère se plaindre que l'ambulance soit vue près du clubhouse. Un autre voisin a confirmé que mon père avait demandé aux invités de ne pas discuter de l'incident car cela pourrait nuire à son entreprise. Ma mère s'est levée brusquement. Oh, tout le monde déforme un moment terrible pour nous faire passer pour des monstres. Un membre du conseil lui a demandé si elle avait posté que je n'avais connu qu'un épisode émotionnel, après avoir appris que j'avais reçu un traitement respiratoire. Elle a admis que oui. Vous avez essayé d'arrêter les commérages en blâmant votre fille, a répondu le membre du conseil. Céleste s'est tournée vers Adrienne. Tu sais que j'étais paralysée. Tu aurais pu leur dire que j'avais peur. Adrienne l'a regardée. Tu ne m'as pas demandé d'expliquer que tu étais paralysée. Tu m'as demandé de dire que tu avais agi rapidement. Ce n'était pas vrai. Son visage a rougi. Alors tu mets fin à des années d'amitié pour une seule erreur ? J'y mets fin parce que tu demandes encore aux autres de porter les conséquences de cette erreur. La pièce est devenue silencieuse. Mon père a repoussé sa chaise. Cette réunion est censée porter sur le contrat, pas sur une dispute de famille. La présidente a hoché la tête. Alors nous allons discuter du contrat. Le conseil est préoccupé par votre conduite envers les résidents et les témoins, y compris des appels où vous avez menacé de retirer vos services si les gens n'arrêtaient pas de discuter de ce qu'ils ont vu. Mon père a eu un rire amer. Peut-être que je devrais retirer mes services. Vous n'avez aucune idée du travail que mon entreprise fait pour ce quartier. Retirez-vous formellement votre proposition de renouvellement, a-t-elle demandé. Il a regardé autour de lui, s'attendant à ce que quelqu'un l'arrête. Personne ne l'a fait. Peut-être bien. La présidente a consulté le conseil. Alors nous acceptons votre décision et nous chercherons un autre prestataire. L'expression de mon père a changé instantanément. Le contrat d'aménagement paysager était l'un de ses plus gros comptes. Il s'attendait à ce que la colère les effraie et les fasse reculer. Au lieu de cela, sa propre menace avait mis fin à la négociation. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-il dit. Vous l'avez accepté devant le conseil, a répondu la présidente. Ma mère s'est mise à pleurer. Regardez ce que Jasmine nous a fait. J'ai senti la vieille culpabilité monter, mais je l'ai reconnue avant qu'elle n'atteigne ma voix. Je ne lui ai pas dit de menacer le conseil. Je ne t'ai pas dit d'utiliser le système du quartier pour m'attaquer. Je n'ai pas demandé à Céleste de faire pression sur un témoin. Je refuse seulement de nettoyer ce que vous avez choisi de faire. Le conseil a voté pour démettre ma mère de son poste de présidente des événements communautaires pour utilisation abusive des communications officielles et pour avoir contacté des résidents afin d'influencer leurs déclarations. Elle a regardé le résultat comme si les conséquences étaient une trahison. Céleste a murmuré que la réunion était humiliante. Je l'ai regardée. J'ai été humiliée en suppliant pour de l'air. Ça, c'est le fait d'assumer ses responsabilités. Puis je me suis adressée à eux trois. J'avais transféré tous les fichiers et mots de passe liés à l'entreprise de mon père. Je ne travaillerai plus sans paiement. Je ne concevrai plus de support pour Céleste ni ne gérerai les événements de ma mère. Il n'avait pas la permission de venir à mon appartement sans invitation. Toute communication devrait se faire par email pendant 3 mois. Toute tentative de me harceler, de contacter mes clients, ou de propager de fausses affirmations entraînerait une absence totale de contact. Mon père s'est levé et m'a pointé du doigt. Tu penses que tu peux nous punir parce que tu as eu une crise de panique ? Adrienne a commencé à répondre, mais j'ai levé la main. Je ne vous punis pas. Je me retire d'un système qui dépendait de mon silence et de mon travail non rémunéré. Ma mère a dit, dans une famille, on ne compte pas les points. Vous comptiez les points à chaque fois que vous me rappeliez ce que je vous devais. Mon père a haussé le ton, accusant le conseil de prendre parti et moi de saboter son entreprise. Le gérant du clubhouse lui a demandé de baisser la voix. Il a refusé. Lorsqu'il s'est avancé vers la table du conseil, 2 agents de sécurité sont entrés. Ils n'ont traîné personne dehors.
Ils ont dit à ma famille que la réunion était terminée et les ont escortés jusqu'à la sortie. Ma mère a essayé de cacher son visage. Céleste marchait derrière eux, seule. Mon père a continué à argumenter jusqu'à ce que la porte se ferme. Je suis restée à côté de la table, écoutant le silence qu'ils laissaient derrière eux. Ce n'était pas le silence triomphant que j'avais imaginé qu'une vengeance pourrait créer. C'était plus pur que ça. Pendant des années, leur pouvoir dépendait de ma capacité à régler chaque problème qu'ils causaient. Cette fois, je m'étais écartée. Mon père a perdu le contrat à cause de sa propre menace. Ma mère a perdu son poste à cause de sa manipulation. Céleste a perdu l'amitié d'Adrienne parce qu'elle lui a demandé de mentir. Je n'avais pas détruit leur image. J'avais simplement arrêté de la maintenir. Les conséquences se sont déroulées au cours des semaines suivantes. L'entreprise de mon père ne s'est pas effondrée, mais la perte du contrat de l'association a fait mal. Il a dû réduire son budget publicitaire et embaucher un concepteur de site web professionnel après avoir découvert la quantité de travail non rémunéré que j'avais effectué. Il a dit à des proches que je lui avais coûté des milliers de dollars. Mais la vérité était plus simple. Il avait bâti une partie de son entreprise sur du travail gratuit et avait supposé que je ne cesserais jamais de le fournir. Ma mère ne contrôlait plus les événements du quartier. Plusieurs personnes qui la traitaient autrefois comme l'organisatrice parfaite sont devenues distantes après avoir appris qu'elle les avait pressées de décrire mon urgence comme une réaction excessive. Elle m'a envoyé un long email disant qu'elle était désolée que j'ai mal interprété ses intentions. La majeure partie se concentrait sur à quel point elle se sentait gênée et isolée. Je n'ai pas répondu. Des excuses qui protègent celui qui les formule de ses responsabilités ne constituent pas une réparation. Les conséquences pour Céleste furent plus discrètes, mais personnelles. Adrienne a mis fin à leur amitié. Quelques personnes de son cercle social étaient au barbecue et savaient qu'elle s'était inquiétée des vidéos avant d'appeler à l'aide. Elle m'a accusé d'avoir monté tout le monde contre elle, mais je n'avais pas parlé à ses amis. Ils avaient été témoins de ses choix. 3 semaines après la réunion, elle a envoyé un email sans excuse. Elle a admis qu'elle s'était jointe à nos parents pour se moquer de moi parce que cela éloignait leur critique d'elle. Elle a écrit qu'elle avait eu plus peur de paraître ridicule que de me perdre. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite. J'ai répondu par 2 phrases. J'appréciais les excuses spécifiques, mais je n'étais pas prête à rétablir le contact. La prise de responsabilité pouvait commencer sans un pardon immédiat. La thérapie m'a aidé à comprendre que la distance ne me rendait pas cruelle. Ma thérapeute m'a appris à reconnaître les signes physiques qui apparaissaient avant que la panique ne me submerge. J'ai appris des exercices de respiration, j'ai programmé des soins de suivi, et j'ai cessé de traiter le repos comme un échec moral. Adrienne prenait de mes nouvelles de temps en temps, mais il n'a jamais essayé de devenir le centre de ma guérison. Il est resté un ami qui avait agi quand l'action était nécessaire. Je me suis aussi appuyée sur Léa, des collègues, et des personnes que j'avais négligées en résolvant constamment les problèmes familiaux. Pour la première fois, mon système de soutien ne dépendait pas d'une seule personne pour me sauver. Mon appartement a commencé à me sembler différent. J'ai acheté 2 plantes pour la fenêtre et j'ai éloigné mon bureau du mur. J'ai augmenté mes tarifs de freelance et signé 3 clients qui respectaient mon temps. Le dimanche, j'ai cessé d'assister au brunch familial que ma mère avait qualifié d'obligatoire. Parfois, je faisais la grasse matinée. Parfois, je travaillais dans un café. Parfois, je ne faisais rien. Chaque choix ordinaire prouvait que ma vie m'appartenait. Mes parents ont respecté la frontière de l'email uniquement pendant moins d'1 mois. Un samedi matin, l'interphone de l'immeuble a sonné. Mon père a dit que lui et ma mère étaient en bas et voulaient 5 minutes. J'ai regardé par la caméra du hall et je les ai vus près de l'entrée avec des courses et une autre lettre. L'ancienne Jasmine aurait ouvert la porte pour éviter une scène. Au lieu de cela, j'ai parlé par l'interphone. On vous a dit de ne pas venir ici sans invitation. Ma mère s'est penchée vers le haut-parleur. Nous essayons d'arranger les choses. Alors commencez par respecter la frontière. Mon père a dit que j'agissais de manière enfantine. Je leur ai dit que je mettais fin au contact pour 6 mois parce qu'ils avaient ignoré l'accord.
Quand ils ont refusé de partir, le gérant de l'immeuble leur a demandé de s'en aller. J'ai regardé d'en haut ma mère fixer les fenêtres, espérant que j'apparaîtrais. Je me suis éloignée avant qu'elle ne puisse me voir. Bloquer leur numéro a été douloureux. La peine n'effaçait pas le deuil. Je pleurais toujours les parents que j'espérais qu'ils pourraient devenir. Je voulais toujours une mère qui entendrait les mots « je n'arrive pas à respirer » et se dirigerait vers moi, au lieu de vérifier qui regardait. Je voulais toujours un père qui se souciait plus de mon pouls que de son contrat. Accepter qu'il ne deviendrait peut-être jamais ces personnes était plus difficile que de les affronter. La guérison exigeait que j'arrête de construire mon avenir autour de leur potentiel. 6 mois plus tard, ma respiration était stable, mon entreprise était plus forte, et ma maison semblait sûre. J'ai organisé un petit dîner pour des amis. Personne ne m'a demandé de servir tout le monde. Personne ne s'est moqué de moi quand je suis sortie prendre l'air après avoir senti de la fumée provenant d'un autre bâtiment. Léa a discrètement fermé la fenêtre et la conversation a continué sans que je me sente comme un fardeau. Ce moment m'a appris quelque chose que la fête d'anniversaire n'aurait jamais pu m'apprendre. Le vrai soin ne nécessite pas un discours dramatique. Il apparaît dans les petites décisions de croire, de protéger, et de respecter une autre personne. La leçon la plus profonde que j'ai tirée de cette expérience n'est pas que toute famille difficile devrait être abandonnée. C'est que l'amour sans sécurité, sans respect ou sans prise de responsabilité ne peut exiger un accès illimité. Les symptômes de panique sont réels. Les difficultés respiratoires et la pression thoracique ne devraient jamais être ignorées sous prétexte que le stress peut être impliqué. Chercher de l'aide médicale n'est pas une faiblesse et demander du soutien n'est pas une recherche d'attention. Les frontières ne sont pas une vengeance au sens cruel du terme. Ce sont des instructions sur la manière dont les autres peuvent rester dans votre vie. Lorsque ces instructions sont ignorées à plusieurs reprises, la distance peut devenir nécessaire. Le pardon ne restaure pas automatiquement la confiance. Des excuses ne sont qu'un début. Un comportement constant crée la réparation. Ma famille croyait que la pire chose que je pouvais faire était de les embarrasser. Ils avaient tort. La chose la plus puissante que j'ai faite a été d'arrêter de les protéger des résultats de leur comportement. Je n'ai pas répandu de rumeurs, endommagé l'entreprise de mon père, détruit la réputation de ma mère, ou mis fin à l'amitié de Céleste. J'ai dit la vérité, j'ai retiré mon travail, et j'ai choisi la paix. Parfois, la forme de vengeance la plus satisfaisante n'est pas de faire souffrir quelqu'un. C'est de construire une vie si saine que leur contrôle n'y a plus sa place. Alors dites-moi honnêtement, quand maintenir la paix exige que vous restiez silencieux sur le mal qui vous est fait, continueriez-vous à protéger l'image de la famille, ou commenceriez-vous enfin à vous protéger vous-même ?